aborder aujourd'hui donc deux gros joueurs qui font partie de deux dynasties différentes, un des Bulls pour le deuxième three-peat, ainsi que les Lakers de 2000. Je présente Tony Kukoc et Robert Torrey. Donc on a deux très gros clients aujourd'hui et grande première pour cet épisode, on a enfin notre premier invité, et pas n'importe lequel, qui fait plutôt l'actualité en plus en ce moment, qui est Jeff, a.k.a. Ultimedia Box. Moi, je propose qu'on l'applaudisse quand même pour le début. Salut Jeff. Salut à tous, merci à vous de m'inviter, franchement ça fait plaisir. Pour moi, pour ma part, c'est mon deuxième podcast, tu vois, donc Du coup, t'as tourné avec qui du coup avant? Avec les petits gars de chez Podcart. Ok, d'accord, on leur passe le bonjour. Avant d'aborder quand même notre sujet du jour, je te propose rapidement de présenter, on va dire un peu le pourquoi notamment de notre invitation, parce que je pense que ça rentre quand même dans une période qui te concerne toi en particulier, et de nous présenter un peu ce que tu fais, du coup, quel est le projet justement que tu as mis en place depuis déjà quelques années. C'est vrai, comme tu l'as dit, je suis un peu sous les feux des projecteurs en ce moment parce que voilà, j'ai eu mon petit quart d'heure de gloire là avec un article de Basket USA sur mon projet, mais effectivement, ça fait presque bientôt 5 ans que j'ai commencé en fait ce truc-là. Au départ, c'est juste un délire que j'ai eu tout seul en fait dans mon coin en tant que collectionneur de matchs de basket depuis 92. Je m'étais dit en août 2016, je m'étais dit il faut que je centralise toute cette collection. En fait, j'avais vraiment envie de la montrer cette collection, pour moi-même de voir ce que j'avais, mais aussi quand mes amis venaient ou quand j'en parlais avec des potes, de pouvoir leur montrer en fait. Et quoi de mieux qu'un media center en fait sur la télé, sur ma télé, où je présenterai tous mes matchs d'un seul coup d'œil. On verrait l'entièreté de la collection, quoi, en fait. En fait, toi, t'étais le bon pote qui a enregistré quasiment tous les mercredis Edita, mais à qui on demandait en fait la cassette derrière, c'est ça? C'est ça, mais tu sais, j'en ai perdu énormément comme ça. Ah oui, non, t'étais le bon pote du coup à avoir. mais faut être honnête, à l'époque, tout le monde faisait ça. Tout le monde enregistrait Bien des sûr. cassettes, on se les repassait. Si on avait raté, on savait qu'il y avait un autre qui les avait enregistrés. Moi, ça a commencé comme ça, le basket. C'est en 92 aux Jeux Olympiques de Barcelone. Je connaissais rien au basket et j'ai un pote qui me dit tiens, regarde, les Américains, ils sont en train de tout défoncer sur leur passage. Je dis ouais. Puis il me passe une cassette et ça commence comme ça, quoi, en fait. Mapenda. En quelques mots, est-ce que tu peux, quand on te demande c'est quoi pour toi la NBA de ton enfance, qu'est-ce qui revient pour toi? La NBA de mon enfance, déjà, je commence un peu tard la NBA, enfin même le basket en général, parce que c'est lié. Ouais. J'ai 13 ans quand je découvre la Dream Team en 92. Et je connaissais même pas le basket, tu vois, à l'époque. J'étais nul en sport, je faisais rien du tout, un peu de foot comme ça avec les copains, mais et puis je tombe dedans, quoi. Je vois les Américains débarquer, je vois la NBA, et puis c'est comme tout le monde, tous ceux qui ont vécu cette époque-là te le diront, ou vous le savez peut-être, mais on tombe dedans littéralement, quoi. On s'habille comme des basketteurs, on achète des cartes, on achète son ballon, on va sur le terrain tous les jours. Et là, du coup, la NBA, c'est le premier choc, en fait. Pour moi, c'est lié avec le basket directement. À l'époque, je regardais même pas le championnat français ou l'Euroleague. Pour moi, il y avait que la NBA qui comptait, quoi. Ouais, et puis, c'est tout de suite Jordan, puisqu'en 92, 93, c'est la grande période des Bulls. Mais en fait, j'avais pas Canal tout de suite. Donc, quand je l'ai eu en 93-94, là, Jordan était déjà parti. Et du coup, la première finale que je vois en direct, c'est les Rockets de Houston contre les Knicks. Donc, ça tombe bien. Alors, sache une chose, Jeff, si tu as envie de cracher sur les Knicks, vas-y, tu peux y aller, c'est ton quart d'heure plaisir. Mais tu sais, c'est difficile de cracher sur les Knicks parce que à l'époque, je les détestais parce qu'ils étaient contre mon idole Michael Jordan. Ouais. Et après, quand Jordan est parti, j'ai commencé à les apprécier. Tu vois, il y a une espèce de double effet comme ça.
tu les repousses, mais en même temps, tu les aimes bien. Et puis ils jouent Ouais, avec c'est le, beaucoup de c'est le cœur plan à cul, quoi, les l'époque. Knicks. C'est C'est ça, quoi. Voilà, je sais pas le dire, mais c'est un peu ça. On veut pas Bien s'attacher, mais on résumé. les le aime bien quand même. PCR, il a dit. Et là, il y a Brice, Ouais, c'est vrai que t'aimes bien y il va couper revenir, le quoi, montage. Brice, quoi, tu vois. Pourquoi tu commences à sortir ce genre de folie là? On commence à peine l'épisode, ça y est, tu nous sors ça là. Non, mais en tout cas, Jeff, moi, je respecte hein, enfin, les mecs qui arrivent à collectionner et tout comme ça. Moi, même les cartes Pokémon, j'ai lâché avant la fin. Tu sais, genre, être motivé comme ça à tout collectionner et tout, franchement, c'est une vraie. Comment dire, c'est une vraie régularité, tu vois. Mm. Faut vraiment pas se lever et tout. Moi, je sais qu'il y avait les matchs NBA là, t'as dû te lever la nuit, c'est-à-dire pour enregistrer même des matchs, quoi, à l'époque. Ouais. Alors Tu ça, vois, c'est donc vrai que... ça devait être compliqué et tout. Il fallait vraiment être déter, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai qu'à franchement, l'époque, j'avais chapeau. pas d'heure. Mais comme je te dis, tous mes potes, même des gens qui jouaient pas forcément au basket, j'en connaissais qui regardaient les matchs, en fait, et qui les regardaient la nuit, et qui les Ouais. enregistraient. À l'époque, c'était classique, c'était automatique Mais en plus, c'est pour tout le encore une monde. autre époque, hein, t'as raison, parce que là, tout à l'heure, t'as dit 93, moi, 92. Moi, je suis né en Ouais. 92, tu vois, donc c'est pour dire, Ah, mais là, c'est- c'est une c'est- époque encore, je pense que ça s'est vraiment développé le basket en France, et je pense que c'était un vrai mouvement, quoi. Et nous, on est ça a été arrivé un après, peut-être quand le raz-de-marée. mouvement était déjà en marche, ouais. Non, c'est un raz-de-marée. C'est Mm. plus qu'un mouvement. Enfin, on peut plus s'imaginer aujourd'hui ce que c'était. Je te dis, je connaissais pas du tout le Jordan. Ouais. Je l'avais vu sur peut-être un t-shirt d'un pote, tu vois, au collège. Et puis, je savais tout de lui, quoi. Et puis, à l'époque, il y avait un match par semaine. Il y avait 3 magazines papier, un par mois. Et puis, tu avais les cartes de basket. Et puis, ça s'arrêtait là, quoi. C'est sûr. Mais du coup, la période donc, de Barcelone, bah, ça tombe bien d'ailleurs avec l'un de nos deux protagonistes. Bah, surtout que Ouais. sa première finale qu'il voit, il a dit, Vlad, c'est Houston. C'est Bah, Houston contre les Knicks, donc ça Oui, tombe vraiment bien au final. bah, c'est ça. Bah, en fait, les deux se collent parce qu'il y a à la fois donc, mm, les grands débuts, on va dire, à l'échelle internationale de Tony Kukoc. c'est ça. Et il y a derrière, en effet, les finales NBA avec notamment notre ami, surtout ton ami Samuel Robertori, Et qui est Will Smith du pauvre. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ce gars-là, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est Will Smith, le type. Je te jure, c'est vrai, en plus, Il a le la fat même Il lui ressemble un là. peu. Il lui Ah, mais la ressemble. même tête. La même tête, la petite afro et tout. Non, c'était exactement le même personnage. Alors, on va commencer. Alors, par qui vous voulez commencer? On commence par Tony ou par Robert? Je vous laisse choisir, parce qu'après, on va dire que je suis pas objectif. On va Ouais, commencer par Tony, il commence plutôt. Peut-être Tony, parce qu'il avait déjà Ouais, une carrière avant. Ouais, c'est ça. ouais, bah oui, de- c'est ça. de c'est ça, Robert. tout à fait. Bah, je te laisse Mapenda commencer à faire les premières années de notre ami Kukoc. Bah, Tony Kukoc, pour le présenter, il est né en ex-Yougoslavie, donc, Mm. à Split, donc Croatie actuelle. C'est un Très bon ailier endroit pour fort. faire la fête. Exactement, tu connais. Notamment l'été. Donc, en fait, Kukoc, avant d'arriver en NBA, donc, comme Jeff l'a dit, c'est un mec qui a une carrière en Europe, mais vraiment une grosse carrière. Et en plus, il part de très loin parce que dans son club, ne me demandez pas le nom parce qu'il est imprononçable. Dans son club, dès les premières années, il gagne 2 fois, je crois, l'équivalent de l'Euroleague à l'époque. Et il joue un rôle déterminant. Après, il poursuit un peu sa carrière en Italie, où là aussi, bah, il fait notamment une finale contre le CSP Limoges. Mais Kukoc, en gros, c'est un talent brut qui peut tout faire sur un terrain, qui a du shoot, de la défense, qui peut organiser le jeu, qui est un bon passeur. C'est vraiment l'équivalent d'un Luka Doncic, on peut dire, il y a 20-30 ans en arrière, en fait. Donc, Ouais, c'est ça. vraiment, lui, avant d'arriver en NBA, pardon, c'est vraiment un mec qui a pris de la bouteille et qui a fait ses preuves au plus haut niveau européen. Et je pense que ça a joué sur sa carrière. Peut-être meilleur passeur hein, que Doncic. Je pense que tu es plus spécialisé à la passe que coach. Ouais. Oui, c'est Chez vrai. Benetton en plus, hein. Une marque emblématique de l'époque. Faut le dire quand même. Benetton Trévise, quand j'ai vu ça, C'est ça. ça m'a fait sourire. C'est pas n'importe quel club et son club Bien sûr. d'origine, c'est le KK Jugoplastica. Je voulais Ouais. pas m'engager dans la prononciation parce que
Voilà. Et en effet, oui, il a eu quand même de très belles années dès les équipes jeunes dans ce club. Et en effet, par la suite, donc, il joue pour le Benetton Trévise. Et voilà, il va commencer réellement à s'exposer à l'échelle européenne et il va commencer clairement à attirer les yeux des différents scouts des différentes équipes NBA. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis même avec en équipe nationale aussi, l'ex-Yougoslavie, il fait aussi de très belles compétitions, aussi bien au niveau européen que même pendant les JO. C'est vraiment le meilleur joueur européen. La finale contre Team USA. Finaliste 92, tout à fait. Et d'ailleurs, ils l'ont attendu, ils lui ont mis des sacrés taquets tout le match. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut rappeler qu'il est drafté en 90 et que du coup, il rejoint pas directement la NBA. Et que du coup, quand il joue la finale, on sait qu'il va aller aux Bulls l'année suivante. Enfin, on sait qu'il va bientôt rejoindre les Bulls. Et du coup, Pippen et MJ ont voulu lui passer un petit message, comme on dit. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Jeff, toi, t'as vu ça comment à l'époque comment c'est fait? C'est là où j'allais en venir, c'est que moi, le tout premier match que je vois de basket américain, c'est le match contre la Croatie. Et le premier, pas la finale, le match qualif, quoi. Et évidemment, je connaissais rien, je savais même pas qui c'était, mais tout de suite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, en fait. Quand j'ai vu Jordan et Pippen se mettre à deux, à défendre sur lui comme un chien, alors que l'autre, il paraissait, entre guillemets, lambda, tu vois, il n'avait pas l'air de... Ouais, il se la fait une dégaine de fou, hein. Ouais, voilà, et puis les mecs avaient 20 points d'avance aussi, donc je me dis pourquoi ils défendent comme ça, comme des chiens sur lui. Et puis j'entends déjà Georges Eddy qui commence à dire une défense de fer sur Tony Kukoc. Mais je comprenais pas tout, tu vois. C'est qu'après j'ai compris les différends entre Jerry Krauser et puis Jordan et Pippen pour les questions de salaire aussi, d'argent, il y avait ça aussi. Et puis, je pense que ça les a touchés aussi dans leur ego de se dire qu'un mec comme ça pouvait venir aux Bulls et puis prétendre gagner, si ce n'est autant, voire plus que eux. Donc, c'est vraiment le premier contact que j'ai avec Kukoc, c'est ça, quoi. Non, en fait, je vois les autres, je vois les Yougoslaves, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était les plus forts. Donc d'ailleurs, on prévoit un podcast on prévoit une session sur leur basket à eux, parce que ça mérite, ça mérite clairement une série d'épisodes. Session, parce qu'avec tous les joueurs qu'ils ont eu, que ce soit Petrovic, après Divac, et j'en passe, ça mérite clairement, parce que tu as raison, c'était la deuxième nation du basket. On a déjà fait sur Stojakovic, qui est arrivé plus tard, hein. Mais c'est clairement la deuxième nation du basket mondial après les USA, surtout sur cette période. Ah bah oui, c'est même pour ça que les Américains viennent avec des pros au JO, quoi. Et puis de voir Petrovic, de voir tous ces mecs-là. Moi-même, dans ma petite culture basket que j'avais à l'époque, je me disais, s'il y a bien quelqu'un qui peut rivaliser avec les États-Unis, ça sera sans doute eux. Et puis en fait, en voyant le match, tu t'aperçois que non, quoi. Il ne se passe rien. Dans les 10 premières minutes, à la limite, ça joue, mais après, c'est mort. Après, c'est plié, ouais. Et voilà, le premier rapport que je vois comme ça, le premier visuel que j'ai de Kukoc, c'est un mec, je dirais, presque lambda. Il est tellement écrasé par les deux autres que c'est des chiens de chasse en face, hein. C'est des Doberman. Oui, en plus c'était très bien détaillé dans la série The Last Dance. Hein. Ah ouais, à quel point c'était clairement, comme disait Jordan, devenu personnel de prendre vraiment de prendre à la gorge Tony Kukoc. Certes, oui, il n'a pas respiré pendant le match de poule. Après, il a réussi quand même un petit peu plus à se montrer sur la finale. Il met 16 points, ou je dis pas de conneries, je crois qu'il met 16 points. Hein, ouais, c'est ça. Il fait une finale qui est quand même correcte. Mais par contre, oui, c'est vrai que le match de poule est juste. C'est juste. C'est violent. C'est terrible parce que cette cassette-là, je l'ai encore, tu vois, c'est une cassette, c'est un match de Canal+, je l'ai encore, et l'autre fois, je l'ai numérisée et j'ai voulu la diffuser sur YouTube, tu vois. Ouais. Et en fait, YouTube me l'a bloqué parce que le comité olympique refuse toute image sur YouTube, en fait, tu vois. C'est con parce que... pour le coup, c'est même pas la NBA, en fait, qui te bloque, c'est directement... Non, c'est même pas la NBA, c'est vraiment le comité olympique qui, dès qu'il voit une image...
concernant, ça, il strike la vidéo. Horrible. Et c'est bon parce que c'est génial, quoi. Entre les commentaires de George Eddy de l'époque, entre les images d'époque, c'est magnifique. En plus, tout le monde connaît la finale et peut-être un peu moins le match d'avant, qui est plus intéressant en plus. Ouais, je vois. Mais ouais, donc c'est vrai que ça c'est dommage. Et ouais, du coup, pour faire une très rapide parenthèse, toi de ton côté, lorsque tu fais des uploads, notamment sur YouTube, t'as pas de soucis particuliers vis-à-vis des droits de la NBA? Non, c'est pas vraiment la NBA qui pose problème, c'est plutôt déjà des droits de musique. Par Ouais. exemple, dès qu'il y a de la musique dans des sujets, tu sais, dans des Mhm. documentaires ou des trucs comme ça, bah, là, soit il te demande de les enlever, soit il te dit que la vidéo va pas être monétisée. Alors bon, moi, je cherche pas à être monétisé, Ouais. mais à chaque fois, il y a quand même un petit truc. Mais la NBA, non, ils ont jamais. De toute façon, sur YouTube, tu peux vraiment mettre ce que tu veux en termes de NBA, ils tireront jamais rien. Ok, bon bah c'est différent de Twitch parce que nous on avait testé sur Twitch et on s'est fait strike direct. Ah bah après, ça dépend ce que tu mets en fait. Ça dépend si tu diffuses en direct un match qui se passe en direct. Ouais. Du coup, là, je pense que ça va pas le faire. Non, même pas. En plus, c'était un ancien match. On voulait se faire un. Bon, bref, pour faire très rapidement la parenthèse et la refermer, on voulait faire une sorte de live commenté dans les conditions du direct, mais d'un ancien match. Ah ouais, ils ont striké ça. Ah ouais, sur Twitch, c'est peut-être oui, encore d'autres. franchement, ils ont striké au bout d'un quart d'heure. Oh putain. Donc bref, parenthèse fermée. Ok. 92, du coup, Oui. finale de Kukoc olympique, la naissance de Samuel Tucker et ensuite la draft de Robert Torrey. Voilà. Voilà, la draft de Robert tout se Torrey, lit. 11e par les Houston Rockets. Quelle année? Et bien sûr, la draft du Shaq, faut quand même le préciser. Ouais, mais c'est pas du une coup, grosse draft. Hein. Ouais, c'est pas une grosse draft. T'as les deux premiers qui sont bons quand même, hein, Alonzo Mourning, Ouais. Shaquille O'Neal. Et t'as Robert Sprewell Torrey aussi, ouais. ensuite, 11e, ouais, t'as Christian Leitner. Mais voilà, Robert Torrey, lui, est drafté à la 11e place par les Rockets. Et du coup, il rejoint une équipe qui est déjà composée de Olajuwon, notamment. Et première saison correcte, hein, 10,1 points de moyenne. Le gars, il est là, comme on dit. Bah écoute, ouais, sur la première année, c'est plutôt pas mal. En plus, il est titulaire hein, dès sa première saison. Il fait 79 matchs. Voilà, il va rester, on va dire, un bon joueur, un bon role player qui est capable de mettre quelques gros shoots, qui à l'époque était surtout aussi très athlétique. Ça, on oublie souvent. Ouais. Il fait quasiment que ça au début de sa carrière. Ouais, c'est clairement ça. Et au fur et à mesure, ça va surtout se voir et ça va être vraiment ses premiers coups d'éclat. Notamment, si je dis pas de bêtises, c'est face aux Spurs, je crois, où il va commencer, finale de conf, où il va commencer clairement à c'est finale de conf 95, je crois que c'est le match 1, où il va vraiment commencer à dérouler sa carrière, enfin son image de mec clutch. 93 avant. J'ai noté 93 avant contre les Sonics. Oui, aussi, c'est vrai. En demi-finale de conf, le game 7, ils perdent le match au final, du coup. C'est vrai. Mais je crois qu'il revient à égalité à 1 minute de la fin. Il met un jumper, je sais plus sur la gueule à qui. Oui, t'as raison. Et ils reviennent à égalité. Il me semble qu'il y a ce match-là avec. C'est le premier coup d'éclat vraiment qu'il a, c'est contre les Sonics en 93 dans sa saison, du coup. Rookie, si je dis pas de conneries. Ouais. Oui, non, t'as raison. Ah, 92-93, il est rookie. Hein. C'est ça. Et après, c'est 95, vous avez raison, le fameux shoot contre les Spurs. Ouais. Bon, de toute façon, en termes de gros shoot, on va pouvoir revenir un peu plus longtemps parce qu'avec lui, il y a clairement, de quoi faire. Donc voilà, donc il commence directement à être quand même, d'être une pièce assez importante des Rockets. Et ensuite, donc, viennent les deux finales d'affilée. 94 et 95. Ouais, c'est ça. Là... Contre les Magic, il est vraiment incroyable contre les Magic. Hein. Ouais. Même sur le Game 3, contre les Magic. Sur le Game 3, sur tous les Rockets qui sont juste au-dessus. Ouais, ils sont vraiment Magic à tous les niveaux, quoi. Même jusqu'au bout du banc. Enfin, il n'y a pas photo, quoi. On a beaucoup parlé de l'arrivée de Drexler et tout, ça change toute la donne. On a beaucoup parlé de cette série, parce qu'on a fait le podcast sur le Shaq, on a fait le podcast sur Penny aussi, sur la confrontation déjà, sur
la série. Mm. Et les fameux lancers francs foirés de l'autre, là, j'ai plus envie de prononcer son nom. Nick Anderson. Et Robert Torrey, je crois qu'il fait plus de 3 matchs à 20 points, plus de 20 points. Il te met le game 3 où il met le tir à 3 points qui permet de mener à la fin du match, là. Franchement, il fait une grosse. Et en plus, je crois qu'il met des 9-10 rebonds en plus. Hein. Il fait vraiment des grosses finales. Contre les Knicks, c'est un peu plus serré. Il a vraiment un rôle dans la rotation. Il est pas mal. Mais contre les Magic, il a vraiment un rôle très important, je trouve. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est trop. À ce moment-là, on le compare même presque à Scottie Pippen, hein, dans une moindre mesure. Ah ouais, carrément à l'époque. Ah bah ouais, au niveau de sa polyvalence et tout, il pouvait aller dunker comme il pouvait shooter à 3 points. Donc à l'époque, si tu veux, les mecs étaient très spécialistes, tu vois. C'était soit des gros dunkers, soit des shooters. Et lui, il faisait déjà tout, quoi, en fait. Et je me rappelle d'un match en 94 qui était passé sur Canal, il avait fait 7 dunks dans un match, quoi. Donc, ouais, et il voulait. En fait, c'était un peu Darius Miles avant l'heure, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je te dis, avec un shoot derrière aussi. Oui, par contre, il a toujours eu une sacrée main, ça c'est sûr. Sur ça, on est bien d'accord. Tu disais, Mapenda, t'allais dire quelque chose Ouais, en fait, ouais. Donc, non, c'était juste pour globaliser sur le début de carrière. Donc, déjà, il glane 2 titres en moins de 4-5 ans de carrière. Et ouais, donc, on peut voir que c'est un mec qui se positionne clairement comme quelqu'un qui élève son niveau de jeu en playoff. Donc, c'est comme ça, tu as dit déjà raison. en 93. Et donc, du coup, sur les 2 finales et surtout sur 95, du coup. Mais c'est là où on voit le paradoxe entre un mec en saison régulière qui n'a pas des stats archi ronflantes et tout, mais qui, quand ça devient vraiment chaud et tendu, le mec répond toujours présent, quoi, pour l'instant. Donc, sur le début de carrière, c'est surtout ça qui caractérise Robert Horry. Oui, et sur ça, oui, c'est sûr qu'il ne tremble pas quand le moment est vraiment chaud, contrairement à d'autres qui pourraient parler chinois, mais bon, je ne citerai pas de nom. Attention aux propos racistes, s'il vous plaît, monsieur. Direct. Mais du coup, un aussi et c'est vrai moi je trouve qu'on le met clairement pas en avant aussi sur ce côté, a très peu tremblé aussi, pour revenir un peu sur lui, c'est Tony Kukoc. Parce que lui aussi a rentré de sacrés shoots, et ce, dès sa première saison NBA. Ouais, en fait, lui, c'est particulier. Il faut dire que donc lui, quand il arrive, Jordan prend MJ à la retraite. Ouais, c'est ça. Donc, il fait pratiquement sa saison rookie et la moitié de sa saison sophomore sans Jordan. Mais saison rookie globalement réussie, il est dans la deuxième team, il est déjà à 10 points, il montre déjà qu'il est important dans le dispositif des Bulls. Donc on voit déjà qu'il est très complet et que même sans Jordan, il arrive quand même à se positionner dans une équipe qui a encore des ambitions, même si leur meilleur joueur n'est pas là. Puis il se fait respecter aussi. Enfin, par exemple, pour un mec comme Pippen, il le voit arriver, il se dit au final, il n'est pas si mauvais que ça, le petit Européen, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, il gagne le respect, je pense, et que ça lui permet aussi de pouvoir rester dans l'effectif après. Surtout qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant, des Européens, il y en a pas beaucoup, ou même en dehors de Dikembe Mutombo, des joueurs majeurs dans la ligue. Il y avait Drazen Petrovic ou Petrovic. Ouais, voilà. Donc il y en avait pas. Et ils sont 5, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pas comme maintenant où il y en a beaucoup. Donc mais voilà, je pense qu'il faut revenir aussi juste un peu avant. C'est déjà cette Coupe d'Europe contre Limoges aussi, hein, qui fait connaître un peu plus encore Tony Kukoc, surtout en France. Complètement raté, quoi, en fait. Oui, c'est sûr, ouais. Moi, je me rappelle, on l'avait diffusé dans mon collège le soir à l'internat, quoi. On avait le droit de regarder ça. Au lieu du film de la semaine, on avait eu le droit à ça. Ah bah sympa, ça va comme film de la semaine. Ouais, ça va. Pendant que nous, on se tapait Joséphine l'ange gardien. Il se plaint en plus. Et ouais, c'est une des premières images aussi qu'on voit. Et je me rappelle, le mec était tout maigre. Hein. Faut revoir les images. Le gars, il pèse il prend du poids après. Et voilà. Et quand on le revoit après dans les magazines, pendant l'été, et en début de saison, on se dit, mais c'est qui ce mec-là, quoi. Il a bouffé un pot de créatine par jour pendant l'été. Dunkin' Donuts, Burger King.
Ouais, bah, C'est- il a c'est- un peu fait comme Jokic maintenant, en fait. Bah, C'est je ça. sais pas si Jokic était plus maigre avant, enfin je sais pas, je me rends pas compte, Non, mais mais bon, c'était quand? Je crois que c'était l'intersaison. C'était pas l'intersaison de cette année, mais celle de l'année dernière où il avait. Bon, déjà que c'est un beau bébé de base, mais il avait pris du poids. Mais c'était un ouais, délire. Il était voilà. complètement hors de forme. Ouais, voilà, mais il avait déjà des bonnes bases, on va dire. Hmm. Ouais, Alors que le coach était vraiment tout fin, quoi, en fait. non, bien sûr. Et je me rappelle, ça choquait à l'époque, hein. Ça avait choqué qu'un Européen vienne en NBA et que tout de suite il lui fasse prendre du muscle et du gras pour s'imposer dans le physique. Et d'ailleurs, c'est même un peu ça qui lui a fait perdre son côté artistique, passeur et tout ça au début, hein. Il a perdu un peu de Il cette a dimension, cette grâce-là, il, quoi. il a un peu une dimension à la Boris Dio, un peu. Dans le Mm. sens Ouais, Hollande, ouais. intelligence de jeu, un mec qui est arrivé sec en NBA, plutôt athlétique et tout, qui a fini un peu gros dans la raquette, mais qui, tu sais, qui se fait bien aimé par ses coéquipiers, par son jeu de passe. Il a un peu la même, toute proportion gardée bien sûr, hein, mais il a un peu le même profil, je trouve, Bah, c'est que l'intelligence à Boris. l'européenne, quoi, en fait, hein. C'est ça. Et c'est Malheureusement. ça. Et d'ailleurs, c'était dur de l'imaginer en NBA parce qu'un poste type pour lui, à l'époque où les postes étaient très segmentés, quoi, il y avait vraiment un vrai poste 3, 4, 5. Et lui, il rentrait pas forcément dans les cases, quoi, tu vois. Il était Hmm. trop grand ou Mm. trop frêle pour être 4, Mais, pas assez rapide pour Bah, être 2. Enfin, ouais, voilà. mais bon, malgré tout, il arrive quand même à bien s'imposer ouais. et il devient clairement. Troisième arme offensive. Il devient la troisième arme offensive et il devient surtout, on va dire, je vais dire comme ça, mais genre un gars sûr de Jordan. Jordan, il sait qu'il peut compter sur lui Ouais. lorsqu'il revient à partir de 95. Et si je dis pas de bêtises, il a même le titre de sixième homme de l'année, 95-96 derrière. Ouais, bah oui. Ouais, c'est ça, Accompagné en d'un fait. titre en 96 en plus. Ouais, Exactement. je pense qu'il s'est pris quelques soufflantes quand même, hein, aux entraînements Oui, mais et bon, tout ça. ça, qui s'en est pas pris. Après, je pense que c'est Phil Jackson qui le replace en sixième homme, Hmm. et avec l'arrivée de Dennis Rodman, etc. Ouais. Mais il arrive quand même à jouer 26 minutes, il arrive quand même à mettre entre 13 et 15 points de moyenne. Et ouais, et comme ce que tu disais, Vlad, il a quand même comment dirais, une connexion avec Jordan, notamment sur les passes à l'Ayup. On peut voir sur de nombreux highlights, il arrive souvent à trouver Jordan ou Pippen en alley-oop sur des passes de loin, etc. Et donc, c'est pas tout le monde qui a cette relation technique-là avec les deux meilleurs joueurs de l'équipe. Et donc, au final, bah, même place en sixième homme, ça fait deuxième tripit au bout, quoi. Ouais. Mais en finale contre les Sonics, il me semble qu'il joue quelques matchs dans le 5. Oui, parce que tu as Parce que notamment Harper qui est blessé, t'as les Harper blessures qui est blessé, d'Harper, ouais. ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc Et puis ils peuvent derrière, se le permettre parce ouais. que c'est un peu plus small ball, comme il n'y a pas de vrai pivot en face aussi. Ouais, t'as raison. Ouais. Oui, Bah, c'est surtout, ça. ce qui est fort pour un gars comme Kukoc, c'est surtout qu'il arrive clairement à choper quand même de grosses minutes parce qu'il jouait entre 25, voire même des fois 30 minutes par match Ouais, bah, sur un poste où il est, entre guillemets, en concurrence avec des Jordan et des Pippen. Et voire ouais, c'est même ça. des Ron Harper qui est tout à fait capable de se décaler aussi en arrière. Donc, Ouais, c'est ça. Mais même, il c'est était fort. Pippen en meneur, tu vois, Oui. pour le laisser en poste, sur les postes arrière ailier avec Jordan, hein. Non, c'est vrai que ça, c'était très fort. Et donc, il arrive clairement à imposer on va dire vraiment une régularité, hein, parce qu'il est à 13 points sur les 3 années du three-peat, mais il arrive toujours à garder vraiment les mêmes stats. C'est impressionnant C'est ça. la régularité qu'il a sur ces 3 années. Donc, ça prouve en effet à quel point l'organisation Bulls était vraiment rodée sur ces 3 années et on comprend désormais, enfin on comprend notamment au travers de ses stats à lui, comment les Bulls ont réussi clairement à rouler quasiment sur toute la ligue. Et d'ailleurs, 96-97, il est pas mal blessé. Il me semble, 96-97. Et en revanche, c'est en 97-98 que c'est Pippen qui se blesse. Et du coup, il a carrément la place dans le 5, je crois, plus de C'est ça. 3/4 de la saison. Du coup, là, il step up. remplit bien le rôle. Ouais. Ouais, mais pas malgré ça, mais oui, il arrive toujours à rester régulier. Moi, je trouve ça super impressionnant. C'est ça, Ouais, ouais. non, Il est tout le temps à ses 13-14 points de moyenne.
est toujours dans les mêmes clous. Ouais. C'est ça. Bon, après, malheureusement, on a l'épisode où les Bulls s'éclatent complètement. Donc post-seconde retraite de Jordan. Bon, c'est pas l'épisode, on va dire, le plus joyeux des Bulls. D'ailleurs, en partie derrière, tu as donc la saison 98-99 où là, bon, bien sûr, il step up, ce qui est classique. Il est quasiment franchise player des Bulls sur cette année-là. Il tourne quasiment à 20 points, je crois, de moyenne. Et ensuite, donc saison 99-2000, là, il est envoyé aux Sixers. Avec Iverson. Voilà. Il est envoyé, il a été échangé, je me rappelle plus en fait. C'est pas oui, il est échangé. Il est échangé. Alors, je sais plus contre Elton Brand, non? Ouais, non, pour ça, en fait, ouais, donc ça a été un échange à 3. Alors là, tu vas rigoler, Samuel. Donc Tony Kukoc, il est envoyé à Philadelphie. Il est trade pour Larry Hughes, Billy Owens, et il y a Billy Owens qui est envoyé à Golden State et Bruce Bowen qui est envoyé à Chicago. Ok. Et pour compléter le deal, il y a les Warriors qui envoient John Starks et leur premier pick de 2000 à Chicago. Aux Sixers, malheureusement, ils ne s'imposent pas. Larry Brown s'est dit non, Tony Kukoc, il joue trop bien au basket pour moi, désolé. Donc il a décidé de l'envoyer aux Hawks et malheureusement, il est passé pas loin de rejouer une finale parce que s'il était resté aux Sixers, peut-être qu'il aurait joué la fameuse finale face aux Lakers en 2001, du coup. Il passe peut-être à côté de quelque chose et je pense que ça aurait été énormément plus pour les Sixers, du coup, on a vu qu'ils étaient vachement coupés en deux avec Iverson et les autres, quoi. Il y a ça, et puis sur cette finale, on peut rapidement faire le lien aussi avec Robert Horry, parce que c'est sur la finale 2001 aussi où il met un sacré shoot, quand ils sont au match 3, quand ils sont à égalité 1 partout. Là. Oui. tu veux qu'on revienne un petit peu sur Robert Horry, c'est ça? C'est ça. Allez, vas-y, Mapenda, je te sens chaud là. On en était où là sur Robert Horry? Donc, Robert Horry, Sixers. Ouais, Sixers. Sixers? Mais non, contre les Sixers, la finale. Non, la finale contre les Sixers. Il a bugué le moment. Il a dû commencer aux Sixers. Le tir en 2001, là, Game 3. Ouais. Mais même avant ça, en 2001, même avant le tir contre les Sixers, t'as au premier tour contre les Blazers. Bah oui, bien sûr, les meilleurs. Contre les Blazers sur le Game 1 où ils plantent un shoot, là, à 3 points dans le corner. Les Blazers de Damas. Exactement. Ou qui met les Blazers à terre, tu vois. Donc les Lakers ils partent pour le deuxième titre et en finale sur le game 3 ils marquent 4 points je crois en quelques secondes et ils donnent l'avantage aux Lakers. Donc il y a le 3 points et derrière quelques actions après tu as le lancer franc et il est clairement décisif parce que on va plus revoir les Lakers sur ce game 3 là quoi. Oh oui, non, clairement, c'est complètement, c'est complètement over. Et donc, il va faire partie de l'aventure du three-peat des Lakers de Kobe et Shaq. Très important, notamment aussi sur les Kings. Voilà. La série des Kings où il crucifie Sacramento. C'est beaucoup trop dur. Ouais, t'as envie d'en parler, Tucker, à vous. Non, j'avais juste envie de lancer une petite crotte de nez. Pour moi, c'est à la fin, on va dire, vous retenez quoi de Robert Horry? Je vais dire le shoot face aux Kings, juste pour le kiff monumental. Je vois que Jeff aussi, ça l'a marqué, je vois. Ah ouais, non, mais carrément. De toute façon, il est dans tous les highlights, dès que tu parles de Robert Horry, tu revois ce shoot-là avec l'autre. Il a fait le tour du monde. Et si seulement ce con de Divac, il n'avait pas balayé la balle au rebond. Ouais, il a pris un rebond comme un handicapé, ce con. Franchement. Après, sur le coup, c'est dur. T'as Shaq qui est devant toi. C'est les dernières secondes. Mais sur ce shoot-là, vraiment, ouais, c'est celui-là qui va vraiment lui donner une renommée mondiale tellement ce shoot-là, il a fait le tour du monde. Je crois que même quelqu'un qui n'est pas très initié au basket a déjà vu ce shoot-là à cette époque-là. Ouais, et puis bon, tu vois le shoot qu'il met, la bronca qu'il y a au Staples Center. Oh là là. C'est abusé. Non, mais en plus, sur ses productions, en plus, ils sont en net baisse en saison régulière par rapport à sa période
par rapport à sa période d'Houston et son petit parenthèse chez les Suns. Mais Il mange le bien, mec hein, il arrive. mange bien à Los Angeles. Hein. Ouais, non, il mange très bien. Il prend du poids. Mais Il y a des bon, bonnes toujours en cantines. playoff, toujours en playoff, il est toujours là au bon moment, au bon endroit pour mettre les shoots qui assassinent en fait. Et en plus, sur ce shoot-là, c'est que il y a 2-1 pour Sacramento. Donc Oui. là, ils sont menés. Donc s'ils perdent le match, il y a 3-1. Je pense qu'on les revoit plus, les Kings. Hein. Ouais, Donc Les ce Lakers, shoot-là, ouais. vraiment. après pour Sacramento, c'est au match 5. Ouais, mais je pense quand même que s'il y a 3-1, ils finissent quand même chez eux, Sacramento, je pense. Enfin, c'est la conviction que j'ai, tu vois, mais ce shoot-là, Ouais, non, mais il c'est change ça, je clairement suis la donne. d'accord. S'ils avaient Ouais. eu 3-1 et retour en plus à Sacramento, ça aurait été dur pour les Lakers. Là. Ouais, non, ça aurait été terminé. Ça aurait été Oui, et terminé. puis il y a ça, et puis bon, s'il n'y avait pas eu l'arnaque du match 6, voilà, on serait Et pas là. voilà. Tu parles du coup de coude de Bibi dans la gueule de Kobe ou pas? Ah non, c'est l'inverse. Non, mais tranquille, au basket, on a le droit d'attraper les gens par la taille. Mais bref, arrêtons. Bref, ouais, passons, hein, n'est-ce pas? Mais ouais, ce qui me plaît chez Horry, même ce qui me choque un peu, tu vois, c'est qu'après cette période Lakers, on aurait pu penser que le mec, Ouais, il était bon, ça y finito. est, il a gagné 5 titres, il est fini, et il a bien mangé, comme on dit, à la cantine. Et au final, il va aux Spurs, et aux Spurs, il déchire tout encore, quoi. Oh, Aux aïe, aïe. Spurs, que ça soit la finale, enfin les finales contre Détroit, où il est ouf, les finales contre Détroit, en vrai. Il les Franchement. assassine. Ouais, le Game 5, Ah, oui, le match. Oh là là, vas-y. le match aussi. C'est d'une beauté, mais d'une beauté. Non, c'est trop ce qu'il leur fait. Franchement, c'est trop ce qu'il fait à Détroit. Le parce que dunk sur la mettre- tête de Rip De Hamilton. Ray Hamilton là. Oh là là là. là. Ouais. Main gauche surtout, main gauche. Oh là là. Bah oui. Qui se dit encore à cette époque-là que Robert Horry, il arrive encore à monter au tomard comme ça. Ouais, et en franchement. plus, derrière, et ça se voit qu'il était vieux parce que derrière, il se déboîte l'épaule en plus. Hein. Ouais, non, laisse tomber. Il met 21 points à cheval entre la fin du 3e carton et jusqu'au 4e carton, en fait. Il est plus le game winner, alors qu'ils sont à -1, à -2, je crois même. Donc, franchement. C'est une série qui finit en 4-3 en plus, donc tu vois, c'est des Ouais, matchs voilà, ouais, qui sont grave importants. Et même il me semble que c'est le game 7 aussi où il claque 15 points, tu vois, dans la victoire. Donc au final, il est vraiment, genre, c'est une pierre angulaire de l'effectif des Spurs. Sur ces finales, c'est vraiment le facteur X, quoi. C'est clair, surtout qu'en plus, quand Popovic le prend, les gens se demandent pourquoi il le prend. Parce que, comme tu disais, pour les gens, il est carbo, il est fini, il peut plus rien apporter à une équipe qui joue le titre. Et c'est là où Pop il est intelligent parce qu'il le met toujours dans les fins de match serrés et en playoff. Donc le mec, il peut ne pas jouer 4-5 matchs de saison régulière d'affilée, mais en playoff, sur les fins de match, le mec, il est toujours sur le terrain. Donc ça veut dire pas mal de choses quand même. Mais je suis déçu quand même que pour les finales 2007, l'équipe de Vlad avait tellement claqué qu'il n'avait même pas besoin de forcer un peu, quoi. Non, surtout l'équipe de mon gars, je tiens à préciser. mais non, mais par contre, tiens, tu reviens sur 2007. C'est aussi ce pourquoi Popovic le conserve. C'est l'énorme faute flagrante qu'il fait sur Steve Nash. Et c'est le tournant de, de la série. Ils ont tous pris des suspensions. Ah ouais, la mini-bagarre. La faute qu'il fait sur Steve Nash, là, le gros coup de hanche en pleine course. Mais moi, ça m'avait dégoûté à l'époque. Hein. J'étais écœuré. Hein. Je le détestais. Quoi. Ah ouais. Alors qu'avant, je l'adorais. Suns à l'époque. Tu vois, sur ce coup-là, Et t'es plutôt Suns à l'époque, Jeff? Oui, parce que les Suns à l'époque, c'était une espèce de renouveau du basket run and gun. C'était complètement atypique avec Steve Nash et tout. Moi, devant les Spurs, j'avais tendance à m'endormir un petit peu, quoi. Mais avec les Suns, tout d'un coup, ça partait dans tous les sens. Quoi. Ils pouvaient être menés de 15 points et puis revenir en 3 minutes. Mais c'est vrai que t'as raison, parce que moi aussi, les Spurs, quand j'étais petit, j'avais vachement cette image de l'équipe grave chiante. Alors que, bizarrement, après, dans leur finale année 2010, enfin, leur finale contre les Heat, je les trouve super kiffants à regarder jouer, j'adore. Mais la période année 2000, ils gagnent, mais je les trouve vraiment chiants aussi, quoi. C'était froid, en fait, c'était un peu des victoires froides, un peu, tu sais. Ils étaient c'était à l'image de Duncan, quoi. Ouais, c'était ça, ouais. Franchement, c'était ça.
C'est plus trop la même maintenant, Duncan. Hein, mais passons. Je vais pas m'étaler dessus. Mais oui, non, c'est sûr que oui, les Spurs, oui, c'est le basket. Bah voilà, c'est pas le basket flashy. C'est tout dans l'efficacité. Et moi, je réinsiste. Je suis désolé. Moi, la finale 2005 à Storcy, c'est la plus belle finale que j'ai vue. C'est trop. C'est le niveau de tension. L'intensité, ouais. Oh là là. Non, 2005, elle est bien. C'est magnifique. Ouais. Non, on est bien d'accord. Mais bon, voilà. Donc, 2007. Donc, il arrive quand même à choper avec les Spurs encore 2 petites bagouses. Et voilà, au final, il est à combien? Il est à 7? Ils ont fait 7. Ouais, 7. Hein. Ouais, comme quoi. All-Star, 7 bagues. Ouais, le pire, ouais, c'est ça. Jamais All-Star. Mais 7 bagues de plus que John Stockton, tu te rends compte? Surtout, une bague de plus que Jordan. Sur la période Tim Duncan, c'est le joueur le plus titré quand même. Hein. C'est fou. Pour un mec qui a 7 points et 5 rebonds de moyenne en carrière, c'est ouf. Hein. Ah, et sur la période Tim Duncan, il a 7 titres de plus que LeBron, putain. En plus, ce qui est fort, c'est que sur les 7 titres, il a son mot à jouer, quoi. Il a son mot à dire sur les 7 titres. C'est pas le mec qui est dans l'effectif en bout de banc et qui ramène ses bagues tranquille. C'est que sur les 7 titres, le mec, s'il n'est pas là, on se demande si son équipe va gagner. C'est ça qui est... C'est le facteur X à chaque fois, quoi, en fait, dans toutes les équipes. Ouais, c'est le facteur X à chaque fois, clairement. Il y a peut-être la finale contre les Knicks où il est un peu moins... Oh, il y a encore, hein. Il y a encore, ouais. Contre Cleveland, peut-être, c'est lui qui a le moins de poids, tu vois. Mais comme tu as dit, là, contre les Nage, contre les Spurs, contre les Suns de Nage. Ouais, contre Cleveland, elle est tellement vite expédiée, cette finale. Et peut-on parler d'une finale? Tony Parker, il est sur un nuage. Hein. Ouais, voilà, donc c'est difficile. En face, il n'y a pas d'expérience. LeBron, il prend la pluie, quoi. On n'en parlera pas. Hein. Ça va, on est déjà passé sur ce sujet, sur l'épisode, sur la période 2003-2010. C'est bon, merci d'arrêter le massacre. Et pendant ce temps-là, Kukoc, dis-moi bien, il va chez les Bucks de notre ami Rafik, malheureusement. Qui dit Bucks dit fin de carrière, hein, c'est un peu ça à l'époque. Non, mais en plus les Bucks, leur salle à l'époque, c'était dégueulasse. Leur Bradley Centers là, putain, à l'époque les couleurs elles étaient dégueulasses. Ça faisait peur. Maillot blanc, bleu, tu comprends pas les couleurs, il y avait aucune logique. Je suis rentré dans la forêt, il y avait pas de logique. Une ambiance de forêt, le truc. Je sais pas, c'était moche. Hein, ouais, c'est vrai que... Ah la tristesse. Mais comment Rafik est tombé dedans? Tu sais, c'est un truc qui me... Ouais, je pense qu'on devrait faire un épisode spécial Rafik pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance pour qu'il aime les Bucks. Ça donne pas envie d'être petit, t'arrives, tu vois ça. Non, même le maillot, tu sais, j'ai l'image de Ray Allen avec le maillot violet noir là. Ah, c'est le truc qu'il est. Oh non, pas beau quoi. Cette époque-là. C'était une époque sombre. Hein. Et Kukoc avec, déjà qu'il a pas de flow, tu sais, ça faisait. Même maintenant, j'ai envie de te dire, les Bucks, visuellement et tout ça, ça attire jamais quoi. Maintenant, ils ont quand même fait des efforts, mais c'est vrai que... Ouais, le logo, ils ont essayé de faire un petit style vert, c'est le maillot là. Ouais, vite fait. Il y a plus de trucs déjà. Ouais, avec les antilopes là-dessus, ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon, les daims là, les biches. Ah non, l'époque Michael Redd et tout là, c'était compliqué. Ouais, non, c'était dur. Bon, je pense que ça mérite pas plus de passer le temps que ça sur cette fin de carrière. Mais bon, Tony Kukoc qui est toujours dans le staff des Bulls actuellement. Hein, il est toujours consultant. Conseiller du GM, du président, non, je crois. Je sais plus exactement quel rôle il a, mais en tout cas, je crois il est conseiller spécial du président ou je sais plus. Mais en tout cas, oui, il est dans le board quoi. Conseiller spécial du président, ça fait tellement dictateur africain, putain. Oh là là. C'est des choses pour Damas, ça, normalement. Oui, c'est ça. Damas, il se dirait, là. Bon, du coup, les gars, si on fait un petit tour, là, vous êtes plutôt Ori ou Kukoc, Jeff, toi, qui a peut-être grandi dans cette époque moi, je préfère quand même Robert Horry, parce que je te dis, en plus, je préférais le Robert Horry des débuts. Très dunker, très polyvalent, très athlétique. Et puis, comme je te dis, il m'avait marqué dès la finale 94 contre les Knicks. Mais bon, j'aime bien Kukoc aussi, mais si je devais choisir un, je pense que Robert Horry, sur la durée, en plus, le facteur X, comme on l'a dit, il a une carrière qui, de A à Z, elle est remplie, quoi. Et si tu avais une action à retenir de Robert Horry, ce serait quoi?
C'est une action qui est très peu connue, mais en plus, pour moi, pour personne, ça va parler à personne. Mais à un moment, il rate un dunk, il reste accroché au cercle et il reprend la balle tout en étant accroché et il la redunk en plein match. Personne n'avait jamais vu ça à l'époque. Tu vois. Et voilà. Bon, après, évidemment, il y a toutes les actions qu'on a redit, mais ça, c'est un truc assez rare. Quoi. Et pour toi, Samuel? Moi, je dirais, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le shoot face aux Kings, bien sûr, parce que je suis une banquette. Et sinon, le shoot face à Portland aussi, je trouve il est sacrément ouf. C'est quoi, ces premiers tours 2003, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le fameux shoot. Que Damas, depuis, il fait des cauchemars et il s'en remet pas. Il est là, mais Blazer, on met Jay Blazer. Ça et le alley-oop. Ouais, c'est ça et le alley-oop, ouais, t'as raison. Le Kobe et Shaq, là. Ouais, et toi, Mapenda? Moi, à choisir, quand même, je prends Kukoc parce qu'en termes de joueur, je trouve que même si Robert Horry, il a une carrière de dingue, il a toujours été bon dans les moments clés en playoff. Je trouve que quand même, Kukoc est un meilleur joueur de basket, ouais, t'as raison. Un joueur beaucoup plus complet qui va beaucoup plus inspirer en fait une génération de joueurs, notamment en Europe, tu vois. Horry a une carrière, franchement, elle fait kiffer, tu vois. Mais je trouve que Kukoc, quand même, est un meilleur joueur de basket, je pense. Je pense qu'à ce moment-là, il y a plein d'Européens qui se disent pourquoi pas moi aussi, hein, tu vois, en voyant Kukoc. Ouais, c'est ça. Il va clairement ouvrir la porte à toute l'Europe du basket. C'est clairement un pionnier avec notamment les Petrovic et les Vlade Divac de l'époque. Et c'est notamment grâce à lui, en plus, qu'on va avoir aussi des joueurs de grande taille capables de shooter à l'extérieur, comme Dirk, fin des années 90. Kirilenko qui arrive aussi à ce moment-là. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc oui, c'est clairement, c'est un très bon ambassadeur en fait du basket européen. Et je trouve même il est un peu sous-estimé. Excuse-moi de te couper. Non, je trouve même il est un peu sous-estimé quand on parle des grands joueurs européens qui ont marqué la NBA. On parle souvent de Parker, Gasol, Dirk, qui sont quand même au-dessus. Mais je trouve qu'il est quand même un peu oublié parfois dans le débat. Mais peut-être que s'il n'avait pas été par les Bulls, il aurait eu une autre carrière. Hein. Enfin, une meilleure en termes de stats et d'image, peut-être que s'il avait été c'est sûr, parce que le numéro 1 saisons où Jordan n'est pas là, il aurait été fort. Hein. Oui, parce que même les saisons où Jordan n'est pas là, il arrive à 15 points. Il y a une saison à Atlanta où la première saison à Atlanta, il a presque 20 points. Donc oui, c'est sûr qu'il avait clairement les épaules pour être avoir pour moi un numéro 2. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, ce sera j'ai quand même une petite préférence pour Robert Horry, mais si j'ai l'action à retenir, ce sera plus une action de Tony Kukoc. Ce sera le fameux dunk qu'il met contre Utah, finale 97, au buzzer pour le titre avec une très bonne défense. De je ne sais plus qui d'ailleurs, mais t'as Scottie Pippen qui ramasse la balle en glissant sur le sol pour la filer à Kukoc et après il termine. Ouais, moi je trouve que c'est une belle conclusion moi je trouve que c'est une belle image notamment qui prouve aussi sa réussite dans la grande ligue et notamment dans l'institution que sont les Bulls de cette deuxième période three-peat. Ouais, je pense qu'il faut lui tirer notre chapeau aussi, parce que s'imposer comme il s'est imposé avec des noms comme Jordan ou Pippen dans une ligue complètement fermée à l'époque, c'était pas gagné d'avance, quoi. Il a su s'imposer, quoi.